Merci Jacques, bonjour à toutes et à tous. Très heureux moi aussi de vous retrouver alors, en semi-présentiel, comme disait Mireille Clapeau tout à l'heure. On est heureux de se retrouver, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui continuent à nous suivre. On garde les bonnes habitudes quand même du virtuel. Donc très heureux de vous retrouver et on va essayer effectivement de répondre à toutes ces questions que vient nous poser Jacques avec ce beau panel qui est devant vous, très complémentaire. On va le voir tout à l'heure, qui vont nous permettre de commencer à répondre à ces questions, même si tout au long de la matinée, on va essayer de poursuivre ces réponses. Pour commencer, quelques diapos qui vont me servir de support pour poser donc un ensemble de questions à ce panel et rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc oui, effectivement, ce chantier avance. Et pour une fois, j'allais dire, en France, ce grand chantier est en avance, on le voit, puisqu'on était fin 2020 à peu près à 60% de locaux couverts. Moi, je parle bien de locaux, à la fois foyers et entreprises, contrairement à l'étude qui a été présentée tout à l'heure par l'IDAT. Et on sera au rendez-vous, puisque le gouvernement s'est fixé collectivement comme objectif d'être à 80% fin 2022. Et vous voyez qu'on devrait atteindre les 87% à cet horizon 2022, avec plus de 36 millions de locaux raccordables donc sur la partie française. Et puis, comme tu le disais, il faut quand même se satisfaire quand les chiffres sont au rendez-vous. Vous l'avez vu, on avait franchi un premier cap avec ces 5,8 millions de foyers raccordables réalisés en 2020. On va franchir une nouvelle étape en 2021 avec 6,2 millions de foyers raccordables. Et surtout, on va en parler tout de suite avec nos panélistes, donc cette année des RIP, puisque pour la première année, ça sera dans ces zones des réseaux d'initiative publique que les chiffres donc seront les plus importants, avec quasiment 4 millions de foyers en zone RIP qui seront déployés sur 2021. C'est vraiment le marqueur de cette année. Encore des sujets, certes, il y a les bons côtés, mais il y a aussi les sujets à régler. On va en parler tout au long de la matinée, d'abord par ce panel et ensuite avec le regard croisé Étienne Dugas, Patrick Chaise. De nombreux problèmes restent à résoudre. Les sujets des appuis communs, le ministre en a parlé dans son intervention, le sujet de la base d'adresse nationale, les sujets de référentiel et bien entendu les sujets de qualité, le fameux mode stock dont on va parler très rapidement. Autre sujet qui est devant nous, nouveau défi fixé, le FTTH pour tous, c'est la nouvelle ambition, l'horizon 2025. Là aussi, on le sait et on a commencé à sortir quelques chiffres avec la VICA qui est représentée par Ariel et Patrick Chaise à nous rejoindre tout à l'heure, mais aussi, je salue Gaël Serrandour, donc de la Banque des Territoires. On a commencé à faire ce travail exploratoire et aujourd'hui, on sait qu'environ 2 millions de foyers seront des raccords non standards, pour reprendre l'expression favorite de l'ARCEP, et poseront des problèmes sérieux en termes de raccordement, sérieux techniquement, mais aussi sérieux financièrement. Et aujourd'hui, on s'interroge, pour reprendre la conclusion de Mireille Clapeau tout à l'heure, est-ce que derrière cet objectif ne se cache pas plutôt un autre débat, qui est le débat qui a été lancé par le ministre, là aussi, du service universel en général, et aussi du financement de ce service universel. On commencera à dévoiler ce sujet tout à l'heure avec nos panélistes et on en reparlera certainement avec le regard croisé qui est devant nous. Autre point important, on parle beaucoup de fibres, mais aujourd'hui, on le sait, notamment en zone RIP, le chantier est encore devant nous. Je vous rappelle, la zone RIP, c'est 17 millions de foyers à couvrir. On en a fait un peu plus de 5. Il en reste donc 12. Et on a encore énormément de foyers. Mireille parlait de la Drôme tout à l'heure, mais partout en France, on a encore besoin de solutions alternatives. Et le mix technologique reste d'actualité aujourd'hui. Autre sujet qui nous intéresse tout particulièrement, on en parlera très très rapidement, c'est le sujet du marché entreprise, bien évidemment, qui est un sujet majeur, où là aussi, on sent que ça frémit en France, et je crois que l'effet Covid est bien présent, avec un taux de pénétration de la fibre en entreprise qui décolle enfin. On était très mal placé. Roland n'a pas fait ce petit slide, mais on était dans le panel européen, je crois, 17 ou 18e. Ça y est, ça décolle, et il va falloir accompagner cette dynamique. Cette diapo, qui a été un petit peu la diapo la plus importante de notre observatoire cette année, on n'a pas construit, je me rappelle ce vieux débat, pourquoi on construit des réseaux fibres partout en France. Vous avez la réponse, les Français sont au rendez-vous, puisque dans l'année 2021, on va voir l'inversion des courbes avec des
abonnés fibre en France qui seront plus importants que des abonnés sur du filaire cuivre. Dernier point, avant d'attaquer ce panel, on n'en parle peut-être pas assez. Derrière ce grand chantier se cache aussi un formidable défi en termes d'emploi. Sur l'année dernière, c'est plus de 10 000 personnes qui ont rejoint cette filière industrielle. Et il y a encore des besoins derrière nous. Et je voulais faire un petit clin d'œil en terminant sur tous ces centres de formation partout en France qui ont su, même pendant le Covid, former des gens, recruter, permettre au recrutement des entreprises. Et encore cette année, les défis sont nombreux pour être au rendez-vous à la fois sur la partie construction et sur la partie raccordement. Donc rentrons tout de suite donc, dans le sujet et peut-être je demanderai à la technique de remettre la diapo donc, de cette table ronde. Et on va commencer tout de suite sur ce sujet des rythmes des déploiements, mais aussi des sujets opérationnels à régler, avec trois de nos panélistes. On va essayer de rendre vivant cette table ronde. Donc, je le rappelle, la règle du jeu, essayer d'être sur des réponses courtes pour que, comme les panélistes sont nombreux, on puisse passer la parole à tout le monde. On va commencer par Éric Jamaron, du groupe Action, qui est un acteur important sur les RIP. On a vu cette tendance, l'année 2021, l'année du pic, l'année des RIP. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces réseaux d'initiative publique? Est-ce que la tendance se confirme sur cette plaque des réseaux d'initiative publique pilotés par les collectivités? Bonjour à tous. Bon, je ne vais pas être très original, je vais vous confirmer. Voilà. Ça se confirme. L'année 2021 a été une année qui a succédé à l'année 2020 qui a été exceptionnelle sur plusieurs plans. Bon, le sanitaire c'est sûr, mais également sur le plan des raccordements fibres au FTTH. Et l'année 2021 est dans la même trajectoire, c'est-à-dire que on est sur à la fois, enfin si on reste sur la commercialisation, on est sur des taux de pénétration de la fibre à plus de 50-60% à partir du moment où le PM à partir du moment où la fibre a été posée depuis 2 ou 3 ans. Donc ça s'accélère, la trajectoire s'accélère. Donc bon, il n'y a pas de hasard non plus si Orange accélère la fermeture de son réseau cuivre, les deux étant liés évidemment, les coûts de maintenance étant importants. Le réseau cuivre commence à aussi fermer. On a nos premières opérations pilotes avec Orange sur quelques communes où finalement le réseau cuivre va être démonté en quelques mois. Donc c'est un très gros chantier qui va être parallèle à celui de la fibre. Donc, donc sur le plan de la commercialisation, je crois que ce qui est toujours rigolo, c'est de se reprojeter dans le passé et se dire qu'il y a 5 ans, la bataille, c'était de convaincre les opérateurs nationaux de venir sur ces réseaux. Et du coup, 5 ans plus tard, la bataille, c'est de fermer le cuivre. Donc, c'est quand même une accélération phénoménale des situations et des trajectoires. Sur le plan du déploiement, bon, Xavier Vignon étant là, je vais pas insister. Nous, on est un acteur on est un opérateur, mais un opérateur un peu complet puisqu'on construit et on exploite. En 2021, je pense on fera à peu près 1 million de prises sur la zone de RIP en construction. Et donc, on a, je dirais, à la fois des grandes réussites et puis des sujets difficiles. Ça dépend des territoires, en fait. Je dirais que la méthodologie qui est appliquée est plutôt très efficace. Il y a des territoires où il n'y a aucun sujet, puis des territoires où c'est plus complexe parce que la caractéristique de la zone est approximative, très boisée, très montagneuse, etc. Ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais globalement, on est au rendez-vous de nos objectifs, en fait, en termes de construction de prise. On n'est pas tout à fait au rendez-vous de la séquence. C'est-à-dire que l'usine est un peu plus compliquée à installer sur chaque territoire. Et une fois qu'elle est installée, elle produit très rapidement ce qu'on attend d'elle. Donc sur la construction, je crois que le gros enjeu, c'est parce que la courbe s'arrêtait en 2022, c'est plutôt de se dire au niveau des emplois,
Bon, toute cette population formidable de gens qui ont construit les réseaux. Nous, le gros défi qu'on a, on est 3000 chez Axione. Le gros enjeu qu'on a pour les prochaines années, c'est la conversion, la reconversion. C'est-à-dire comment on accompagne la mobilité fonctionnelle ou géographique de nos collaborateurs qui ont beaucoup donné sur ces dernières années, qui ont des grosses compétences. Et ça, c'est un sujet très important que de préserver l'emploi, de aussi accompagner les carrières. On est aussi dans ce momentum. Et je finirai par un mot, après je peux évidemment répondre à des questions. Mais en fait, on a fait un panégyrique là, de la situation internationale. Puis on va parler du French Model, je crois. Bon, aujourd'hui, on est très très loin de capitaliser sur ce qu'on a fait en France à l'export. Je crois qu'il faut se le dire, hein, le monde se fibre, ça c'est sûr. Exporter des ressources et des ambitions à l'international, pour des sociétés comme la nôtre, en tout cas, c'est des formidables défis. On a commencé en Grande-Bretagne, donc maintenant on est 2 Français, hein, nous, et puis un Suisse qui a pris BT. Mais du coup, c'est un autre défi. C'est un autre défi. Je crois qu'on a apporté un modèle français qui est particulier avec ses offres de gros, cette obligation réglementaire, un régulateur assez fort, hein, très fort, qui a organisé le marché. C'est un peu une exception. C'est pas partout pareil. Et donc là, sur les années qui viennent, je pense que là aussi, il y a une mobilisation très forte de notre industrie française, si on veut exporter les compétences qu'on a acquises, réelles, hein, compétences de gestion de projet, compétences techniques, personnelles, évidemment, et organisation, vers des nouveaux territoires, aussi proches soient-ils, hein, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, etc. Mais ça, c'est un autre défi très intéressant. Très intéressant. Et donc, emploi international et surtout finir ce qui doit être fait en France. Les objectifs, moi, je ne les suis pas trop, les objectifs de l'État, parce que je ne les comprends pas toujours, en fait. Zakaria va nous l'expliquer en détail, et ça, c'est chouette. Bon, j'ai compris que c'était maintenant... 2022, il y avait un objectif, là, je ne sais plus. 2022, 80%. 80%, donc j'ai l'impression qu'on l'adapte un petit peu en fonction de ce qu'on sait faire. Mais j'ai compris qu'en tout cas, depuis un an, on parle de généralisation de la fibre en 2025. Ça c'est sans prendre de parti technologique. C'est quand même un très, très, très beau défi. Et ce défi sera relevé à la fois par la performance des acteurs et aussi par le respect des engagements que chacun a pris. C'est très important, je pense, parce que c'est un horizon de stabilité et notamment de respect des engagements pris auprès des acteurs publics. Nous, on le fait. C'est pas toujours facile, je vous assure. Mais je crois que si tout le monde respecte son contrat et que l'on complète ce qui n'était pas prévu au contrat par des dispositifs nouveaux et ambitieux, je pense qu'on aura effectivement une France quasiment totalement fibré en 2025 et c'est plutôt un formidable défi et une très belle nouvelle pour l'industrie et pour nos concitoyens. Merci Eric pour cette première réaction, effectivement avec trois grands angles. On va passer la parole à Xavier Vignon. Le ministre tout à l'heure a salué cette formidable machine industrielle qui s'était constituée en France pour relever ces défis dont on vient de rappeler. Est-ce que vous pouvez, à travers donc Sogetrel, nous donner un petit peu quelques chiffres de ces défis tels que vous les avez relevés, et puis peut-être nous décrire les nouveaux défis qui sont devant vous, puisque je crois qu'ils sont nombreux pour l'ensemble des intégrateurs et constructeurs en France. Non. Non, pas celui-là. Voilà. Celui-là peut-être. Non plus. Si, ça y est. Voilà, c'est bon. Sans reprendre ce que tu viens de dire, évidemment, mais d'abord, merci, chère madame, pour votre satisfecit. Je crois que c'est la première fois en 10 ans que j'entends quelqu'un dire bravo. Voilà, donc merci, et vraiment. Je vais insister là-dessus, sans mettre de chiffres,
parce que la satisfaction est un élément prédéterminant dans la bonne santé de chaque individu, sans se mentir, bien évidemment. Et dans le cas présent, le merci s'adresse de la part des 40 000 salariés qui travaillent sur la fibre et qui portent chacun leur fierté dans le travail qu'ils font. Parce qu'ils savent tous qu'ils contribuent à un objectif collectif de permettre à chacun d'utiliser ce très haut débit. Voilà, donc vraiment merci. Après, comment dire, s'il y a un chiffre à retenir, à mon sens, c'est les emplois. Alors, pas les emplois au sens des chômeurs, etc. C'est les 30 000 personnes qui ont été recrutées. Et sur les 4 années passées, ce qui relève juste de l'impensable. Je pense qu'il y a 5 ans, on aurait parié sur est-ce que nous serons capables de recruter toutes ces personnes, alors qui arrivent le matin à l'heure, bien évidemment, qui acceptent d'être formés, de dire bonjour chez les clients, d'arriver à l'heure, bien évidemment, et ainsi de suite. Ça paraît bête comme ça, mais il faut ramener ça à chaque individu, bien évidemment. On prend des grands chiffres et on dit il n'y a qu'un faucon. Mais non, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des individus, à un moment ou à un autre. Et ça a été un vrai défi, et pas tant des ouvriers ou des techniciens ou des collaborateurs, des administratifs, évidemment, autant que des chargés d'études qui ont des bac plus 3, bac plus 5, qui font les plans et qui s'assurent qu'évidemment l'outil construit est bien construit au bon endroit, avec les bonnes matières et ainsi de suite, et qui permet aux opérateurs derrière d'opérer le réseau, bien évidemment. Donc chez Sogetrel, on est 5000 à peu près, il y a 800 personnes en bureau d'études. Vous voyez, donc on ramène toujours tout ça à l'ouvrier, mais il y a plein de gens autour qui contribuent à construire l'objet. Et évidemment, il y a plein d'ingénieurs aussi qui contribuent à optimiser les coûts et à améliorer la qualité. Voilà, il ne faut pas croire qu'on envoie les gens comme ça dans la rue en disant vas-y, démerde-toi. Non, c'est pas vrai. Donc c'est toute une organisation, évidemment, à construire, et sachant qu'on part d'un objet qui n'existait pas. Et ce qu'on découvre là, mais régulièrement d'ailleurs, alors je regarde le gouvernement bien évidemment, mais autant que les opérateurs, autant que les bureaux d'études divers et variés, c'est qu'on ne sait pas on ne savait pas il y a 5 ans comment tout ça fonctionnait. Alors on a découvert tous les sujets que tu as abordés. On s'est rendu compte que les poteaux, il n'y avait plus de poteaux. Voilà, donc il a fallu construire plus de poteaux parce qu'on n'avait pas prévu, on n'avait pas pensé qu'évidemment les poteaux, il fallait les changer pour mettre de la fibre sur ces nouveaux poteaux. Et on s'est rendu compte que de la fibre, à un moment, il n'y avait plus de fibre. Donc on avait l'air malin. Donc il a fallu organiser au niveau national, avec le gouvernement, de la fibre, parce que si on a les ouvriers et qu'il n'y a pas la fibre, ça ne fera pas l'affaire. Et on a découvert que la base adressable numérique n'était pas la bonne base et que les opérateurs eux-mêmes, mais comme les opérateurs EDF et ainsi de suite, n'utilisent pas les mêmes adresses. Ce qui fait que quand on nous envoie chez un client, et qu'on n'a pas la bonne adresse, évidemment, on ne risque pas de faire la fibre. Et ainsi de suite. Donc on s'est rendu compte de 36 sujets, en fait, terriblement complexes, dont certains ne sont toujours pas traités, parce que c'est extrêmement compliqué. Et on s'est rendu compte de tout ça en avançant. Et on a réussi à faire ces bons dieux de prise en avançant. Et la clé de tout ça a été, il faut rendre les Césars aussi, au gouvernement. Je regarde Étienne ou Hervé d'ailleurs, il faut rendre ça évidemment aux élus des collectivités locales, je vais résumer sur la VICA, voilà, pour simplifier, qui ont, avec leur côté extrêmement pragmatique, et qui ont réussi, à chaque fois qu'il y avait un problème auquel personne n'avait pensé, de se dire, attends, bouge pas, on va regarder et on va voir comment on peut s'organiser. Et ce qui a fait qu'on a réussi à construire ces banlieues de RIP. Voilà, donc ces banlieues de fibre en RIP et autres d'ailleurs. Et voilà, donc au-delà évidemment la formation, ces 30 000 personnes, on les recrute, très bien, mais personne n'était compétent. Donc ces gens-là, il a fallu bien évidemment les former. Parce qu'il n'y avait personne sur le marché compétent pour faire de la fibre, alors des études, des travaux et tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça a été un engouement extraordinaire. Au niveau d'Infranum, on a comment dire, plus que coordonné la création de centres de formation pour permettre à toute la filière de monter en puissance. Et on est arrivé donc à ces 5-6 millions de prises, avec évidemment des soucis de qualité, évidemment, je pense qu'on en reparlera. Mais on va en reparler quand on regarde le tout, l'objet construit est un bel objet, même à date, est un très bel objet.
Voilà, donc je voulais juste renvoyer ce 30 000 au sens des hommes et des femmes, bien évidemment, qui ont contribué tous ensemble, avec l'aide évidemment du gouvernement, d'Infranum, des opérateurs et avocats, bien évidemment, et ainsi de suite, à construire ce très très bel objet. Je rajouterai un petit point sur ne gâchons pas notre plaisir, ça fait du bien. Voilà, et ça fait même beaucoup de bien pour le moral. Et n'oublions pas que la fibre a un usage qui est, au bout du bout, de permettre l'accès au très haut débit. Voilà, donc on parle toujours du très haut débit à 30 mégas. N'oublions pas que le vrai enjeu, c'est le giga. Et s'il y a un mot, c'est le giga. Voilà, vous allez au Japon, par exemple, vous vous rendez compte que le giga, c'est plus un sujet, c'est une évidence. Et donc le gigabit, donc c'est pas le 30 mégas, c'est pas 100 mégas, c'est 1 giga, donc 1000 fois plus. Et l'autre point qui est intimement lié, donc la 5G, 3G, 2G, 3G, 4G et 5G, et s'il n'y a pas de 5G, il n'y aura plus assez de débit. Donc après, on peut critiquer tout ce qu'on veut, dire tout ce que l'on veut, il n'y a pas de débat, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais s'il n'y a pas de 5G à Paris, il n'y a plus de réseau télécom mobile. Alors, vous ne pourrez plus utiliser tous, là, ici, votre téléphone portable pendant ce séminaire, à enregistrer ou à filmer, tout simplement, et ou utiliser vos ordinateurs mobiles. Donc la mobilité ne pourra plus fonctionner, telle que nous l'utilisons aujourd'hui. Merci Xavier pour cette première réaction. Alors, les deux précédents intervenants sont tournés vers Zakaria Layan, donc, qui est à la NCT, cette filière industrielle qui a été saluée à la fois par le ministre et par la députée tout à l'heure, attend aussi aujourd'hui des décisions pour continuer à faciliter ces déploiements. On parle beaucoup aujourd'hui de mots un peu barbares, de ban, d'appui commun, mais derrière ce wording se cachent des réalités très concrètes. Je sais que, j'en suis persuadé, parce qu'on travaille au quotidien sur ces sujets, que la NCT s'est emparée de ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point à date des décisions qui devraient être prises, et j'ai entendu le ministre tout à l'heure, dans les semaines qui viennent pour régler des sujets très opérationnels dans les quelques semaines qui arrivent. Très bien, bonjour. Bonjour à tous, Zakaria. Merci Hervé. Avant tout, juste un petit mot à Eric. Je connais les objectifs de 2022. Enfin, moi, ils sont connus de moi. En fait, 2022, l'objectif présidentiel, c'est le très haut débit pour tous, donc 30 mégabits par seconde, avec une ambition à 80% pour la fibre. C'est ça l'objectif, donc c'est bien ce que tu évoquais. Alors on a beaucoup parlé de 2020. 2020 est exceptionnel, mais 2021 a déjà très bien démarré. Enfin, je prends un chiffre qui, moi, me semble éloquent, c'est pour les RIP. Le premier trimestre 2020, c'était 360 000 lignes en zone rurale. Le premier trimestre 2021, c'est 700 000. Donc c'est quasiment le double. Donc c'est exceptionnel. Donc on souhaite tous, vous l'avez tous évoqué, l'année 2021, ce sera l'année des RIP. Et on compte dessus. Alors maintenant, Hervé, tu as évoqué un certain nombre de sujets, et tu n'es pas le seul, le ministre, Eric, Monsieur Vignon, vous avez tous évoqué le sujet de... Il y a quand même des sujets opérationnels à lever. Ces sujets opérationnels, ce sont ceux qu'on doit absolument lever pour lever les freins à l'industrialisation qui s'installe et qui est installée. En tout cas, la dynamique est là. Le premier, ce sont les appuis communs. Les appuis communs, évoqués par le ministre. Les appuis communs, on travaille ensemble. On travaille avec Infranum et ses membres, donc Hervé, Eric. On travaille avec la FNCCR, je vois Mireille ici. On travaille aussi avec Enedis, parce que force est de constater que la réglementation existante aujourd'hui n'est pas adaptée à la mobilisation des appuis communs au fil de l'eau. Ça ne marche pas bien. Enfin, on n'est pas satisfait collectivement. Donc on essaie de trouver des solutions. On y travaille. Donc nous, à NCT, on a pris le flambeau. On l'a au printemps. Et on travaille avec vous. On essaie de trouver des solutions. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une dynamique qui fait que tout le monde est à peu près aligné. Maintenant, c'est un cadre réglementaire. C'est un cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'on doit changer le cadre réglementaire. Ce n'est pas nous, à NCT, qui allons faire les choses. C'est la Direction générale de l'énergie et du climat, donc la DGEC, avec qui on travaille en permanence, et qu'il faut, comment dire, pas convaincre, mais d'une certaine manière convaincre, leur apporter les éléments qui leur démontrent qu'en fait, on peut simplifier le processus de mobilisation des appuis aériens.
Et c'est la condition nécessaire pour avancer. Donc on y travaille collectivement. Il y a une action portée par donc Patrick Chaise qui veut justement aller rechercher ces profils types de raccordement qui nous permettraient de franchir ce seuil. Donc notre ambition est extrêmement forte là-dessus, changer le cadre réglementaire. Quel est l'horizon? C'est immédiat, c'est maintenant. J'ai parlé il y a quelques minutes des RIP, de l'année des RIP. Eh bien écoutez, s'il y a bien un environnement qui a besoin des appuis aériens, ce sont les zones rurales. Donc on ne peut pas imaginer ne pas avancer sur ce dossier. Vous avez bien entendu le ministre tout à l'heure, c'est un message, une ambition qu'il portait. Vous comprenez que cette ambition qu'il porte, ça se traduit de manière très concrète par une pression sur nous, ces services. Mais c'est normal, quoi. On est payé pour cela aussi, quoi. Alors, on a parlé des appuis aériens, mais pas que. On a parlé aussi de la base adresse. Effectivement, la base adresse est déterminante. Sans base adresse, vous ne pouvez pas intervenir dans des conditions satisfaisantes. Ça ne marche pas. Elle existe aujourd'hui, elle n'est pas encore tout à fait comme on souhaiterait qu'elle le soit. Donc nous, NCT, on a créé ce qu'on appelle une start-up d'État. Alors, ce qu'on appelle une start-up d'État, c'est un groupe ad hoc qui travaille sur ce sujet. Et le rôle de cette start-up d'État, c'est d'accompagner les collectivités pour qu'elles construisent leur base adresse, pour que les mairies construisent leur base adresse qu'on appelle locale. Et c'est l'addition de ces bases locales qui construira une base adresse nationale. Alors, le travail est en cours. À date, il y a 3387 communes qui ont construit l'entièreté de leur base adresse locale. 20% aujourd'hui des adresses du territoire sont intégrées dans cette base adresse. Donc c'est un outil très souple, très simple. On l'a construit le plus simple possible pour que même la plus petite commune puisse s'en saisir. Et parce qu'il y a aussi un cadre législatif aussi à faire bouger pour offrir toujours plus de force à la commune dans la construction de sa base d'adresse, il y a la PJL 4D aujourd'hui, qui au 1er juillet est au Sénat, qui vient conforter tout cela. Donc c'est vraiment aujourd'hui, on est dans un momentum aujourd'hui sur ce sujet qui doit faciliter tout le travail opérationnel que vous mettez en œuvre dans les territoires. D'autres sujets aussi. Grâce THD, tu ne l'as pas cité, mais tu y penses très fort, ça j'en suis sûr, parce que régulièrement c'est un sujet que l'on partage aussi avec la VICA. Évidemment, disposer d'un référentiel d'échange de données commun, partagé, est déterminant. La force de Grâce THD, c'est qu'il a été co-construit. Moi, je trouve que c'est absolument formidable. C'est quelque chose qui vient des collectivités, les opérateurs se sont appropriés, donc il y a ce travail collectif. L'État a accompagné le projet et souhaite continuer à l'accompagner. Donc on est prêt à revenir, on en discute, c'est justement l'objet de nos discussions en ce moment. On veut aussi que ce sujet avance et que tout le monde se l'approprie tel qu'il devrait être approprié. Dernier sujet, vous en avez parlé, Monsieur Vignon, c'est les emplois. Et c'est vraiment déterminant. Eric aussi, tu as parlé aussi de l'emploi et de la reconversion. Alors là, ce n'est pas nous à NCT, je me permets de parler au nom de mes collègues de la DGEFP, donc la Direction Générale de l'Emploi, de la Formation et de la Formation Professionnelle, qui, donc c'est au nom de l'État, finance cet EDEC numéro 2 pour offrir des perspectives à tous les gens qui nous accompagnent aujourd'hui dans la fibre et qu'il faut rassurer. Il faut leur démontrer qu'ils ont de l'avenir, ils ont de l'avenir dans l'univers du numérique et que des passerelles peuvent se construire. Et c'est comme ça qu'on va faire venir toujours plus de monde chez nous parce qu'ils seront, on leur offre des certitudes pour demain. Et c'est vraiment déterminant pour nous. Merci Zakaria pour ces premiers éléments. Jacques, tu souhaitais du concret. Je crois qu'on va pouvoir retenir cette date des assises, puisque j'ai senti dans les interventions des uns et des autres que ce fameux sujet des appuis communs, qui semble un mot un peu barbare, mais qui est en fait une vraie réalité pour que nos concitoyens des zones les plus éloignées puissent avoir accès à la fibre dans les semaines et les mois qui arrivent. Autre sujet qu'on a dévoilé tout à l'heure, c'était la conclusion de Mireille, la notion de service universel qui a été lancée, le sujet de la complétude aussi qui est devant nous. On va commencer par Céline Olzanski du groupe Yellow. On parle beaucoup d'investissement des opérateurs, des collectivités à travers les RIP, mais il y a aussi d'autres acteurs qui s'engagent. Yellow en est un. Qui est Yellow et quelle est son ambition ? Bonjour Hervé, merci pour cette question. Alors Yellow est un opérateur indépendant, un opérateur télécom qui développe des infrastructures télécom de gros au profit des entreprises. Donc on est sur le marché de gros, on est indépendant, on a été créé il y a 15 ans et on développe la totalité des infras qui sont nécessaires afin que les intégrateurs, les opérateurs, les data centers puissent développer par-dessus leurs propres activités numériques. Nous faisons ça avec plusieurs spécificités. La première spécificité, c'est qu'en fait, nous maîtrisons notre réseau.
C'est notre ADN, c'est ce que nous aimons, c'est ce que nous apportons. Donc nous concevons, déployons, maîtrisons et faisons le support de notre réseau nous-mêmes, avec une autre spécificité, un autre atout, qui est de le faire sur de la blood, donc sur une boucle locale optique dédiée, un peu par opposition finalement à la BLOM, dont on va parler beaucoup ce matin, et qui apporte à notre sens un grand nombre finalement d'atouts pour les entreprises et qui est finalement très complémentaire. Notre conception et notre vision, c'est vraiment que la BLOM, bien sûr, évolue, elle va se fiabiliser, bien sûr, elle apporte quelque chose en matière de service public et d'universalité. Pour autant, on parlait tout à l'heure finalement de la qualité de service également, pas uniquement du quanti. Et quand on en arrive à la qualité de service, notre vision, c'est qu'il est important également d'avoir ce niveau de service en termes de débit, en termes de disponibilité et en termes de maîtrise du réseau pour nos clients et de sa sous-traitance. Alors, ça c'est là où on en est aujourd'hui. Il y a un an, on a réalisé une levée de fonds de l'ordre de 160 millions d'euros qui nous permet une levée de fonds qui nous permet d'investir 160 millions d'euros dans notre réseau au cours des 5 prochaines années. Nous le faisons, nous sommes déjà implantés aujourd'hui dans un peu plus de 50 agglomérations. Nous sommes présents dans la totalité des zones très denses et nous avons vocation à être présents dans la totalité des agglomérations, on va dire, et les villes moyennes. C'est ça notre vision, avec quelques critères clés qui sont donc toujours cette maîtrise du réseau, toujours cet objectif de couverture en France. Nous avons un opérateur uniquement français, dédié aux entreprises de gros, et également, on va dire, une présence locale. Pour nous, c'est important, avec une dizaine de centres techniques régionaux qui sont déjà déployés, avec une vingtaine de personnes à chaque fois sur le terrain. Donc, on est également présent, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur cette partie d'emploi et de formation, nos propres équipes, aujourd'hui dans la durée. Donc, voilà un petit peu, finalement, en complément des puissances publiques, en complément des différents acteurs de la BLOM, ce que nous apportons aujourd'hui au niveau du marché en tant qu'acteur indépendant et neutre. Merci, Céline, pour cette première réaction. On va se tourner vers Audrey maintenant, avec ce nouvel horizon qui a été dévoilé par le ministre à l'occasion de la transposition en droit français du Code européen des télécoms, ce fameux SU de la fibre. Donc, quels sont ces enjeux? Quels sont les enjeux qui se cachent derrière ce SU? Et surtout, quel est le chemin pour y parvenir? Donc, Audrey est avocate, associée au cabinet INLO, mais aussi présidente de notre commission régulation d'Infranum, et on commence à réfléchir avec d'autres sur ces sujets. Bonjour à tous, merci Hervé. Alors déjà, pour répondre à tes questions, il faut déjà se poser la question de savoir est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui parler d'un SU de la fibre, qui n'est pas en fait une notion juridique. Alors pour répondre à cette question, j'ai juste rappelé quand même le b.a.-ba du SU. Le service universel, donc c'est un outil juridique européen qui a pour objectif de permettre l'accès à tous à des services essentiels à des tarifs abordables. Mais c'est un outil juridique qui doit intervenir de manière subsidiaire, c'est-à-dire qu'il doit intervenir en bout de course une fois qu'on a épuisé toutes les actions privées et publiques qui permettent de délivrer ce service. Donc ça, c'est important. En 2018, effectivement, la Commission européenne a élargi le SU traditionnel qu'on connaissait tous de la téléphonie. Alors, la notion juridique, c'est service d'accès adéquat à l'Internet haut débit. C'est ça maintenant le nouveau SU. Par contre, la Commission européenne n'a pas défini ce qu'était ce nouveau service universel. Effectivement, a envoyé la balle aux États membres de définir celui-ci au regard des circonstances nationales et de définir le niveau de tarif et aussi le niveau de débit qu'on souhaitait mettre derrière ce nouveau service universel. Ce nouveau SU, il est apparu en droit français avec la loi DADU de décembre 2020. On n'a pas attendu le mois dernier pour en parler, effectivement. Et les caractéristiques de ce nouveau SU ne sont pas aujourd'hui encore complètement actées. Effectivement, d'où l'intérêt aujourd'hui d'en parler et d'échanger entre nous tous au sein d'Infranum, mais également au sein d'autres instances, pour voir comment ce SU doit être mis en œuvre et derrière, effectivement, faire différentes propositions qui permettront derrière de définir ces conditions par décret en Conseil d'État. Alors, déjà, il y a le niveau de débit. Quel niveau de débit on met derrière ce service universel de l'accès à Internet au débit?
Si on prend, il y a différents seuils qu'on connaît tous, hein, il y a un seuil de 8 mégabits. Si on prend ce seuil-là, en réalité, le SU a pas vraiment, le nouveau SU en tout cas, n'a pas vraiment de raison d'être, puisqu'aujourd'hui, tout le monde a accès, on va dire, à un service Internet d'un bon débit. Maintenant, effectivement, et c'est pourquoi on parle du SU de la fibre, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler, est-ce qu'on doit mettre ce SU derrière un niveau de débit de 30 mégabits? Alors, aujourd'hui, c'est un peu prématuré, effectivement, de parler de ça. Pourquoi? Parce que les objectifs du plan France Très Haut sont fixés à 2022 et 2025. Les choses continuent à s'accélérer. Maintenant, on le dit depuis tout à l'heure, hein, il y a un certain nombre de freins qui sont en cours de résolution, mais dont on peut douter, en tout cas, qui seront 100% résolus, en tout cas en 2022 et en 2025. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on sait qu'il y a un certain nombre de prises ou de raccordements qui ne pourront pas être faits par les opérateurs dans les conditions temporelles qui sont fixées, alors qu'on peut douter en tout cas que l'enveloppe budgétaire sera suffisante, est-ce que du coup effectivement ce nouveau SU n'a pas d'ores et déjà sa place pour justement pallier des problèmes opérationnels qui permettent de fournir donc, ce service à Internet à 30 mégabits. Et donc c'est sur ces conditions de fourniture-là qu'il faut travailler aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on parle de SU de la fibre. Alors la question c'est est-ce qu'il faut attendre effectivement 2025 pour voir ce SU émerger, alors qu'on sait qu'aujourd'hui il y a des problèmes qu'il faut résoudre? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut définir d'ores et déjà ces conditions pour le mettre en œuvre dès 2023. Qui doit fournir ce service universel de la fibre? Alors là, les choses sont aussi assez ouvertes, hein. C'est vrai que le service traditionnel du cuivre a été fourni par Orange. Là, aujourd'hui, tant la directive européenne que la loi DADU permet à l'État de désigner un ou plusieurs opérateurs pour fournir ce SU. Maintenant, il y a les conditions de désignation de cet opérateur, effectivement, hein, qui sont toujours en suspens, puisque derrière, l'État devra donc définir un cahier des charges pour désigner cet opérateur. Est-ce qu'il doit y avoir un opérateur par échelon territorial? Est-ce qu'il doit y avoir un opérateur par zone d'intervention? Alors, quand je dis zone d'intervention, ça peut être ZTD, zone AMI, zone RIP. Mais derrière, il y a un enjeu quand même, c'est d'articulation entre l'intervention de ces nouveaux opérateurs qui seront en charge du SU et effectivement les opérateurs qui sont déjà présents sur le territoire. Donc il y a plusieurs enjeux du coup, à la fois temporels, juridiques, il y a des enjeux de cohérence des réseaux. Effectivement, l'objectif derrière, c'est que ce SU ne vienne pas perturber ce qui a déjà été mis en place, mais qu'il soit vraiment une brique complémentaire, hein, pour délivrer, pour garantir à tous du coup un service d'Internet à au moins 30 mégabits. Et puis derrière, effectivement, il y a la question du financement, qui elle aussi n'est pas tranchée, hein, qui est aussi en cours de réflexion. Donc on peut aujourd'hui légitimement penser que ce SU, en tout cas, pourrait être financé par une contribution, hein, sur les abonnements Internet fixe. Après, il y a le véhicule juridique, hein, de ce financement. Est-ce qu'il y a un fonds dédié qui va être mis en place par l'État? Est-ce que le FANT, qu'on connaît tous, et c'est une solution, hein, qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises dans le passé, hein, aurait justement maintenant toute sa place pour financer ce nouveau SU? Voilà, donc c'est autant de sujets, j'ai envie de dire, qui ne sont pas tranchés, mais qui devraient être tranchés rapidement et qui appellent justement une concertation entre les acteurs publics, privés et l'État, justement, pour voir dans quelles conditions ce SU de la fibre aurait tout son intérêt à court terme. Merci Audrey. Tout à l'heure, Jacques se demandait s'il y avait encore de la place pour de nouveaux sujets. En voilà un qui surgit et qui est un vrai sujet. Merci Audrey pour cette introduction en fait, à l'échange qui va y avoir lieu tout à l'heure entre Étienne et Patrick, parce que je crois que ça fait partie intégrante de ce regard croisé. Donc à partir de cette introduction, ils vont poursuivre le débat et peut-être commencer à amener quelques pistes de réflexion ou peut-être quelques pistes de travail. On va se retourner vers Zakaria Layan pour compléter ce deuxième sujet. Il a rappelé tout à l'heure, Eric, qu'il se rappelait bien de l'enjeu 2022 qui était devant nous. Il y en a un nouvel enjeu qui a été fixé, c'est l'enjeu 2025, dont on a commencé à parler.
Donc ça pose bien entendu des sujets de complétude, mais ça pose aussi des sujets de financement. On l'a vu tout à l'heure à travers la planche, on sait que les 5 derniers pourcents sont des prises pas comme les autres. Quelle est la réflexion de l'État et comment vous avancez sur ce sujet de la complétude et de son financement? Oui, on a parlé, oui, effectivement, on a parlé des objectifs. Effectivement, 2022, l'objectif présidentiel, très haut débit pour tous. 2025, l'objectif donc qui a émergé pendant 2020 pour la généralisation de la fibre. Et ça s'est traduit de manière très concrète ces derniers mois par la réouverture de ce qu'on appelle le guichet. Donc la réouverture du guichet, c'était l'opportunité qui a été donnée à tous les territoires qui n'avaient, tous les RIP, qui n'avaient pas une ambition encore de 100% fibre financée. Ben là, ça leur a donné l'opportunité de déposer un dossier. Les annonces ont été faites donc, par le Premier ministre le 16 janvier dernier. Tous les territoires concernés ont déposé leur dossier avant le 15 février et nous instruisons tout cela aujourd'hui. Donc ce sont les 420 millions d'euros que tu présentais tout à l'heure dans ton slide. Donc ce sont ces 420 millions d'euros qui sont à destination des territoires pour viser que tous les collectivités puissent apporter un projet de généralisation. Notre ambition côté NCT, c'est évidemment d'avoir des décisions politiques d'ici à la fin d'année. Donc on instruit tout cela et il y a énormément d'échanges entre nous et les porteurs de projets. Et ce que l'on souhaite, c'est le plus tôt possible et au plus tard en 2022, de contractualiser tout ça avec chacun des territoires. Donc ça, c'est là, on vise là l'ambition 2025. Pour autant, force est de constater qu'il y a un certain nombre de raccordements qui rencontrent des difficultés parce qu'ils sont très particuliers. Tu as cité une expression. Et cela, ça devient... Enfin, on ne peut pas imaginer un scénario où on s'en contente. Dire qu'un local est raccordable et qu'à la fin constater qu'il ne peut pas être raccordé n'a pas de sens. Et ça tient même de la promesse politique, d'une certaine manière. Promettre à tous l'accès à la fibre, c'est rendre effectivement raccordables tous ces locaux. Et dans le cadre du plan de relance, comme ça a été déjà cité, le gouvernement a fait le choix de sanctuariser 150 millions d'euros à destination de ce qu'on appelle les raccordements complexes. Alors là, on rentre un petit peu dans un peu de précision. Ce qu'on appelle un raccordement complexe pour les territoires, pour les RIP. Voilà. Donc j'enferme un petit peu le champ de notre intervention. Et donc c'est nous, NCT, qui piloterons ce dispositif avec la Direction générale des entreprises. Et donc voilà, nous construisons un nouveau dispositif, un nouveau guichet pour l'ensemble des territoires. Alors, on ne pouvait pas faire n'importe quoi, on était très attentifs, beaucoup de définitions, beaucoup d'appréciations, des échecs qu'on essaie de comprendre, parce que les échecs de raccordement, ce n'est pas toujours un sujet de complexité technique, ça peut être d'autres problèmes d'autres natures. Et donc, pour être prudent et construire quelque chose qui est tout à fait adapté aux besoins, on a engagé un travail qui a démarré donc, au tout début du printemps, avec vous, avec des acteurs privés, des associations de collectivités, des territoires, pour mener une première phase de diagnostic. Elle a démarré en mars, elle s'est clôturée fin avril, tout début mai, pour essayer d'analyser quelle est la nature des difficultés que rencontrent les raccordements. Aujourd'hui, nous sommes entrés en deuxième phase, c'est la phase d'expérimentation. Donc aujourd'hui, nous réalisons des expérimentations sur le terrain avec quelques territoires particuliers. Alors je les cite, c'est les Pyrénées-Orientales, c'est le Gers, c'est la Sarthe, c'est le Grand Est, c'est le Val-de-Marne. Et donc on demande à ces territoires de nous dire, voilà, livrez-nous des raccordements complexes. On en a tracé dans la phase de diagnostic une définition qui va probablement encore un petit peu évoluer et qui nous permet d'apprécier ce qu'il est utile, ce que l'on peut faire, comment optimiser aussi les 150 millions d'euros, parce que, encore une fois, nous, on fera que les ressources dont on dispose, donc c'est 150 millions d'euros. L'essentiel pour nous, c'est de rendre effectivement raccordables tous ces locaux. La troisième phase de notre travail, c'est le bilan de toutes les conclusions que l'on tire de la phase de diagnostic et d'expérimentation. Ce bilan doit atterrir, entre guillemets, à l'automne. Et donc c'est à l'automne qu'on construira ce nouveau dispositif. Donc voilà le travail qui est en cours. Moi, je suis plutôt satisfait de la manière dont la dynamique existe, aussi avec les territoires que j'ai cités, parce qu'il nous faut des expérimentations de terrain. Et quand j'ai expérimentation de terrain, c'est qu'on réalise des raccordements. C'est très très concret. On réalise des raccordements qui rencontrent que l'on qualifie de complexes. Alors j'en donne une définition qui, comme je l'ai dit, peut encore bouger, parce que c'est justement notre analyse. Ce que nous appelons, nous, un raccordement complexe, c'est un raccordement qui ne dispose pas du génie civil pour être réalisé ou qui ne dispose pas d'un génie civil disponible ou accessible. Ça veut dire qu'il peut avoir été bauché, bloqué. Et donc,
qui aujourd'hui n'est pas dans les conditions qui lui permettent d'être raccordé. Donc ce local ne peut pas être raccordé. Et donc, et dernière condition, qui a fait l'objet d'un échec au raccordement par un opérateur commercial. Et donc voilà un peu ce sur quoi on travaille. Et donc tout ce que l'on va mener d'ici la fin de l'année. Encore une fois, il y a probablement un certain nombre de situations qui ne se règlent pas que par un volet financier, par une intervention financière de l'État et des collectivités. Il y a un certain nombre de choses qui doivent se construire un peu mieux, probablement des méthodes, des préconisations que l'on va faire, nous, dans ce travail que l'on mène, pour justement essayer de rendre le plus facilement raccordable tous les locaux. Je pense à des choses très concrètes. C'est des choses du type, alors je vous en cite quelques-unes, ça peut être les codes d'échec. Aujourd'hui, les codes d'échec entre tous les acteurs de la chaîne ne sont pas cohérents. Et juste cela est un frein au raccordement, quoi. Donc ça, c'est une première brique. Autre chose, l'implication le plus tôt possible du propriétaire du local, qui soit mobilisé le plus vite, parce qu'il est déjà le premier à connaître le mieux son environnement, et probablement, ça évitera un certain nombre d'échecs où des acteurs, des intervenants, vos équipes interviennent et sont face à un échec. Donc voilà un peu tout le travail que l'on mène, avec un atterrissage, comme je viens d'indiquer, à l'automne prochain. Merci, c'était très concret, un nouveau chantier qui est encore devant nous, donc tout n'est pas réglé. Et comme tu nous parles d'atterrissage à l'automne, j'ai envie de te dire, on se donne peut-être rendez-vous aux universités d'été du très haut débit, co-organisées avec la VICA et nos acteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc rendez-vous le 6 et 7 octobre pour atterrir et nous dévoiler les premiers éléments sur ce sujet. Tu voulais rebondir sur... Je me permets de rebondir. Alors après, il y a une concurrence peut-être. Non, je n'introduis pas de concurrence entre les universités et le TRIP Avica, mais vous arrivez peut-être à une séquence... Ça tombe bien parce que les universités sont co-organisées avec la VICA, donc voilà, on va trouver un terrain d'entente. d'entente. On en discutera avec Ariel, Patrick et toi, Étienne. Mais voilà. En tout cas, on sera ravis de présenter toutes nos conclusions l'automne prochain. Merci beaucoup. On l'a vu tout à l'heure, on vient de repartager ces objectifs avec l'échéance 2022 et 2025, on le sait. On parle beaucoup de fibre, mais aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas accès à cette fibre. Et le sujet du mix techno, alors peut-être qu'on ne parle pas assez, nous reprochent les acteurs de cette filière, mais c'est une vraie réalité. Donc Philippe Legrand, qui pilote le groupe Nomotech, quel est le regard d'abord du groupe Nomotech par rapport à cette réalité du terrain, quelques chiffres d'actualité sur aujourd'hui les opportunités qui sont proposées à nos concitoyens pour répondre à leurs attentes en connectivité. Merci bien Hervé. Bon, tout d'abord, juste avant de répondre à ta question, je voudrais simplement rappeler qu'on a une chance extraordinaire de vivre l'époque pour la filière des communications électroniques qui est réunie au sein d'Infranum. C'est une chance extraordinaire de vivre cela, même si ça fait peut-être pour certains d'entre nous 10-20 ans que nous sommes dans le secteur. Il y a eu toujours plusieurs cycles. Mais celui-là est particulièrement passionnant et il est stratégique parce qu'en plus il sera durable, c'est-à-dire que le déploiement, le chantier du 100% fibre est quand même quelque chose qui va nous animer ensuite très très longtemps. Il y aura d'autres enjeux et on les voit déjà. D'ailleurs, on remarque que nous sommes encore en train de courir le 100 mètres, que déjà il faut se projeter sur l'après, pour les conditions d'emploi, pour les questions de complétude de service universel de la fibre. Donc on est bien d'accord, ce chantier est stratégique. La France est au rendez-vous. On a la chance, et je le dis sans aucune vergogne, mais quand même, de disposer d'une filière d'excellence en France sur ces infrastructures numériques. Capitalisons dessus et tirons parti de cela pour préparer demain et notamment nous tourner vers l'export. Alors, on est tous d'accord, le chantier, l'objectif stratégique, c'est le 100% fibre. C'est même pas 99,9%, il faut atteindre le 100%. Maintenant, ce chemin est pavé d'embûches et on se rend compte, parce que l'histoire nous éclaire et parce que la réalité de terrain nous enseigne chaque jour à quel point ça sera difficile, nous devons bien considérer que le 100% fibre en 2025, c'est un objectif qu'il faut avoir en tête et qui va être très compliqué. Alors peut-être qu'on arrivera à 99,9% ou 99,5% ou 95%. On va essayer d'aller le plus loin possible. Et il n'est pas concevable, en tout cas pour les collectivités locales, pour le gouvernement, de ce que nous entendons, en tout cas de la part des élus, il n'est pas concevable de laisser X% de la population sur le bord de la route.
Et c'est une réalité qui sera évidente demain, mais c'est aussi une réalité d'aujourd'hui. Parce qu'à l'heure où nous déployons massivement la fibre optique, et à l'heure où, en tant qu'opérateur commercial, je migre chaque jour énormément d'abonnés radio vers les réseaux FTTH, et j'en suis très heureux, à cette heure-là, nous enregistrons encore des souscriptions massives de nouveaux abonnés sur la radio. Il y a en France 38 départements qui ont encore un réseau radio en exploitation, certains par Nomotech, d'autres par Axione, d'autres chez certains de nos confrères. Et nous ne sommes pas sur des records de souscription, mais on a 5-10 000 nouveaux abonnés chaque année, et qui viennent largement compenser les abonnés qui migrent, et c'est tant mieux pour eux, vers la fibre dès lors qu'elle est présente. Donc il y a une réalité de terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a 38 départements avec des réseaux radio, et il y a beaucoup d'abonnés qui viennent encore sur la radio parce qu'ils sont bien contents d'avoir autre chose que le bon vieux ADSL, même s'il a vocation à disparaître et à être remplacé par la fibre. Donc cette montagne qui est devant nous, qui consiste à considérer ce 0, quelque chose % à 5% de foyers à qui il faudra bien apporter une solution en 2025, cette montagne-là, elle est à regarder à l'aune de la difficulté que l'on a à gérer tous ces raccordements alors non standards, qui sont longs, complexes, coûteux, quand vous avez des situations, et j'en ai dans les territoires où il faut investir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour raccorder en FTTH un foyer. Bon, on sait que ça va être compliqué quand même, et que celui-là, il aura de la fibre un jour, mais il est bien content d'avoir des technologies alternatives en attendant. Eh bien, il faut qu'on trouve les bons modèles pour que, en attendant le 100% fibre, qui peut-être sera un horizon 2030, et ça serait vraiment super qu'on ait aucun Français raccordé à autre chose que par de la fibre en 2030, sachant qu'aujourd'hui, le 100% cuivre n'existe pas encore. Donc, ça serait super qu'on y arrive à ça, mais en attendant, on a des technologies alternatives, évidemment le satellite qui est partout, et les technologies très haut débit radio, sachant que offrir du 30 mégabits à quelqu'un en 2025, c'est complètement obsolète, dépassé. Il faudra bien sûr être capable de proposer au moins plusieurs centaines de mégabits. Et pour ça, nous travaillons sur un modèle de façon à traiter ces raccordements longs, complexes et coûteux avec des solutions de raccordement radio pour 1 000 à 2 000 euros par foyer raccordable. Alors ça concernera très peu de foyers dans chaque département, mais quand même, au niveau français, ça en fait un certain nombre. Et pour 1 000 à 2 000 euros, on espère être en situation de proposer plusieurs centaines de frais de raccordement, plusieurs centaines de mégabits à un particulier en 2025. On est déjà sur des études. Tiens, on parlait d'un département emblématique de la ruralité, on parlait du Gers, qui expérimente la question des raccordements longs. Il faut savoir que la réalité d'aujourd'hui, c'est que 2,5% de la population du Gers trouve un raccordement Internet de bonne qualité, grâce aux technologies radio. Alors, c'est certainement pas ça n'a pas vocation à durer. Le Gers a bien l'intention de migrer tout le monde en fibre. En attendant, ces gens-là, ils sont contents parce qu'ils ont quand même quelque chose tous les jours pour être un peu dans la société d'aujourd'hui, parce que cette fracture numérique, elle génère une fracture sociale extrêmement forte qu'il ne faut pas sous-estimer. Et ça renvoie aux questions d'électronisme et d'accompagnement à cela, que d'ailleurs le gouvernement, je crois, a pris en compte, notamment dans les dernières déclarations et dernières dispositions lancées par Cédric O. Donc, simplement pour vous dire que nous ne cherchons pas à rester les mal-aimés de la fracture numérique et du très haut débit. On restera toujours, nous autres acteurs de la radio, alors, qui est une partie d'ailleurs de l'activité du groupe Nomotech, c'est même pas un tiers de notre activité, mais quand même nous autres acteurs du THD radio, on viendra apporter un complément en attendant que ce beau chantier du 100% FTTH arrive à son terme. Et ne négligeons pas, alors je n'oublie pas non plus les technologies satellitaires qui sont très utiles là aussi, où le THD radio ne peut pas aller non plus. Voilà un modèle, 1 000 ou 2 000 euros de raccordement en attendant que la fibre arrive. C'est ce sur quoi nous travaillons. Ce n'est pas pour maintenant, parce que tout le monde est dans le rush, on déploie massivement, on n'est pas en train de raisonner sur les 2 ou 3%, on en parle aujourd'hui, mais je vois bien que les collectivités, c'est plutôt dans 2 ans qu'elles vont commencer vraiment à s'accaparer cette problématique, parce qu'il y a déjà tellement à faire sur le chantier fibre qu'elles ont pour l'instant la tête ailleurs. Mais je pense que dans les années 2023-2024, on va être sur un chantier de ce type, avec des déploiements massifs en radio, toujours en attendant pour compléter ce petit pourcent peut-être qui manquera. Merci Philippe sur cet éclairage. Il nous reste 2 thématiques à traiter. J'ai demandé à mes panélistes d'être encore plus percutants, parce qu'on me rappelle à l'ordre sur vos réponses. Donc allons sur le sujet très important aussi, et je salue l'arrivée de Patrick Chaise qui vient de nous rejoindre. On sera à l'heure pour le regard croisé. Donc le sujet du marché entreprise.
qui est un sujet de préoccupation très très important. On l'a vu tout à l'heure, ça y est, ça décolle. On vivait le paradoxe en France d'être un des pays européens le plus fibré et avec des entreprises les moins raccordées à la fibre. Ce paradoxe est en train de s'éteindre, mais le chantier est encore immense et devant nous. On va commencer avec Soline et avec Yellow. Donc cette demande en matière de numérisation et de raccordement est en forte progression. Quel est votre regard et peut-être quels sont vos constats et vos propositions? Merci beaucoup. Écoutez, merci pour ce petit regard et ce zoom spécifique sur le besoin des entreprises et sur les usages spécifiques des entreprises. Nous, ce qu'on identifie et ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est d'une part, bien entendu, l'accroissement des débits. Les entreprises utilisent de plus en plus d'applications logicielles. Ces dernières sont de plus en plus gourmandes, évidemment. Mais l'autre point qui est majeur, c'est le passage au cloud. C'est-à-dire qu'on a vu basculer, il y a un an en particulier avec le confinement, de plus en plus d'entreprises vers le mode SaaS, enfin vers le cloud en utilisant des applications SaaS. Et ceci a un impact assez direct et immédiat finalement sur le besoin d'infrastructures au débit derrière. C'est très simple à illustrer. Quand vous êtes une entreprise, donc c'est à la fois finalement un risque et une opportunité pour les territoires. Un risque parce qu'il faut pouvoir raccorder les entreprises avec le bon niveau finalement de stabilité, de débit, de continuité et de service. Et c'est également bien sûr une opportunité puisqu'une fois que ceci est réalisé, c'est une ouverture à un certain nombre de régions pour de nouveaux services et de nouvelles applications. On voulait mettre particulièrement, nous, Yellow, le zoom sur ce point-là dans le cadre des travaux que vous avez aujourd'hui pour le court, le moyen et le long terme. C'est-à-dire que si on se retrouve demain avec un réseau qui est un réseau BLOM mutualisé, FTTH, qui a évidemment des vertus, celle notamment de la couverture du territoire, qui est indispensable, il ne faut pas non plus négliger à côté de ça que finalement, ce qui est vraiment utile pour les entreprises et ce qui va être leur besoin aujourd'hui, demain et surtout après-demain, ça va être d'avoir également accès à une boucle locale dédiée, à un réseau très haut débit, fiable et avec un support. Notre vision, c'est que finalement, par construction, et malgré les efforts qui sont faits et qui sont admirables, par construction, la BLOM ne permettra pas, avec un très grand nombre notamment d'intervenants, et ne permettra pas totalement, à travers le partage des structures, des acteurs, de répondre totalement à ce besoin-là. Et c'est un point sur lequel on souhaitait un petit peu mettre l'attention. Le second, c'est également la lisibilité des offres et la transparence des offres dans ce domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le concours, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu le concours de la pub à l'offre basé sur finalement une BLOM qui ne permet pas in fine un réel support en quelques heures à une activité qui va être critique, qui va être métier pour une entreprise. Et c'est notre point là-dessus, notre point d'attention, c'est d'un petit peu éviter le mismatch et le malentendu avec les entreprises qui, in fine, ne trouveront pas forcément ce qu'elles attendent et ce qui leur a été vendu. Donc voilà, en quelques points sur les besoins des entreprises. Merci Soline, je crois que ce point est très très important, le sujet de transparence, les sujets de qualité. On parle beaucoup de qualité sur le sujet grand public. Sur la partie entreprise, c'est aussi un vrai sujet. Et si on se met un peu à la place de l'ensemble du dirigeant de PME, TPE aujourd'hui, vous avez quand même un wording assez compliqué. Et derrière ce wording, des fois, se cachent des choses qui ne sont pas tout à fait au niveau de ce qu'attendent nos entreprises. Donc attention à ce point-là, parce qu'aujourd'hui, la demande progresse. Faisons collectivement attention. Et je crois que le gouvernement, dans le cadre du plan de relance, il y a beaucoup d'argent mis sur la table pour justement accompagner ce mouvement, apporter donc de l'éducation en direction des chefs d'entreprise. Et je crois que ce point est très important. Il faut aussi de la responsabilisation de l'ensemble des acteurs sur les offres qui sont sur la table, quoi. Donc c'est un point qu'il faut creuser. Alors peut-être Philippe, en tant qu'observateur privilégié aussi de ce sujet, est-ce que vous confirmez cette dynamique sur le marché entreprise? Est-ce que vous confirmez aussi peut-être les axes que Soline vient de mettre sur la table? Je confirme totalement ce que Soline venait d'exposer. C'est un marché un peu fou, le marché entreprise aujourd'hui. C'est un marché qui est, si on s'intéresse un peu au caractère financier des opérateurs B2B, c'est un marché qui est en pleine explosion et on voit bien, tout le monde sent bien le potentiel qu'il y a derrière. Nous avons lancé notre activité d'opérateur commercial entreprise il y a un peu plus d'un an maintenant. On va atteindre notre premier millier d'entreprises avant la fin de l'été.
raccordés, très souvent en FTTH, à chaque fois qu'on peut. Et c'est vrai que la notion de qualité de service et de garantie, y compris dans l'exploitation, est très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises aujourd'hui sont de moins en moins en attente de débit. Le débit a tendance à s'effacer face au service, tellement il est à profusion en fait, grâce au raccordement fibre que nous pouvons apporter. Et la promotion des services, et ça rejoint un peu ta remarque Hervé sur l'acculturation, la pédagogie dont les opérateurs commerciaux qui sont clients de telle ou telle infrastructure doivent faire preuve, c'est effectivement le service qui doit guider, driver l'achat de la part de la collectivité, du client, de l'entreprise, avec un marché d'anticipation. Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est que, encore une fois, c'est l'offre qui crée la demande. Ça a toujours été dans le secteur des télécommunications, elle suscite la demande, et ce sont les opérateurs commerciaux qui sont un peu à la manœuvre en matière d'innovation, de pédagogie, et ça renvoie à ce que tu disais également, il y a beaucoup d'argent sur la table, mais c'est un enjeu capital. L'information est devenue un facteur de productivité au même titre que le capital et le travail. Ça, c'était de la théorie des années 90, c'est une réalité en 2020. La compétitivité d'une entreprise est directement liée à son implication dans le monde, à sa digitalisation, à son implication dans le monde du digital, et les mesures d'accompagnement, de sensibilisation, de formation qui peuvent être mises en place par tous les relais locaux qui existent, et Dieu sait si en France on en a, sont encore plus importants qu'ils ne l'étaient il y a 10 ou 20 ans. On peut regretter que certains dispositifs aient plus ou moins disparu ou aient diminué, et il est de bon ton, effectivement, que dans le cadre du plan de relance, il y ait tout un volet très important sur la digitalisation des entreprises, pour que l'innovation ne vienne pas seulement des opérateurs commerciaux, mais aussi que la demande puisse se formaliser et s'exprimer davantage. Donc je confirme le formidable dynamisme de ce marché B2B grâce à ce plan France Très Débit, et uniquement grâce à ce plan. C'est très très marquant, il y a de nouveaux acteurs qui se lancent, il y a une consolidation énorme. On est encore dans un système un peu oligopolistique parce que certains ont beaucoup d'avance et une grande présence territoriale, mais peut-être de moins en moins. Il y a des belles success stories. Je prends souvent un exemple, ils ne sont pas là, mais je vais quand même les citer. Adista, c'est forcément une réussite qui doit nous inspirer tous. Et il y en a d'autres comme ça, des jeunes pousses et des jeunes pépites qui sont en train d'éclore. On a un enjeu, alors excusez-moi de reparler encore une fois du travail de structuration du marché qui est fait par Infranum, car Eric signalait qu'on avait un régulateur trop fort qui structurait le marché. Il n'y a pas que le régulateur, c'est aussi à nous de nous prendre en main, et on est tous réunis pour ça. Et sur le marché entreprise, il y a un vrai travail de fond que nous devons poursuivre, et pour ne pas nous en remettre aux seules mains du régulateur, aussi experte et avisée soit-elle. Merci. Merci Philippe. Autre regard sur ce marché entreprise, et on passera au dernier sujet. Audrey Morel, on connaît le rôle essentiel des RIP 1G dans ce sujet du marché entreprise. Les collectivités avaient été à l'avant-garde, et elles ont permis d'ailleurs de faire naître cet écosystème des acteurs du marché entreprise. Beaucoup de ces RIP arrivent au renouvellement. Quel est l'enjeu et quelles sont les possibilités aujourd'hui qui sont devant le rôle des collectivités pour repositionner ces RIP 1G dans ce sujet de la digitalisation des entreprises? Alors, bon, je pourrais parler du sujet pendant des heures, mais effectivement... Malheureusement, c'est 3 minutes. C'est marrant parce que c'est le sujet des RIP 1G, il y a encore 2 ans, on ne parlait plus trop de ces RIP-là, parce qu'on était focalisé sur les RIP 2G. Et là, d'un coup, c'est un sujet qui revient sur la table de manière un peu brutale pour certaines collectivités. Alors déjà, il faut rappeler, les RIP 1G, c'est environ 106 réseaux d'initiative publique en France. Donc, il y a une partie de ces réseaux-là qui ont été inclus dans des projets de RIP 2G, donc cela, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a à peu près la moitié de ces RIP-là qui vont arriver à terme à l'échéance 2025. Donc effectivement, pour un certain nombre de collectivités, elles ont dû se poser la question, aujourd'hui, elles se posent d'ailleurs la question, qu'est-ce que je vais faire de mon RIP à l'issue de mon contrat de délégation de service public, sachant que si on prend la technologie FTTO, c'est toujours une technologie d'actualité, elle répond toujours aux besoins des entreprises, contrairement à la DSL, elle a encore un avenir devant elle.
Pour autant, est-ce que j'ai la capacité de reprendre mon réseau en régie? Est-ce que je suis à même de confier à nouveau son exploitation dans le cadre d'une nouvelle délégation de service public? Et si demain je cède mon réseau, alors on va voir qu'il y a plusieurs variantes, hein, quels sont les bénéfices que je peux en tirer et quels sont les acteurs qui sont concernés pour reprendre ce réseau, etc. Donc c'est un sujet qui n'est pas évident en fait, à traiter pour les collectivités. Parce qu'à la fois, il y a encore un besoin. C'est une technologie qui est certes encore d'actualité, mais on sait, même s'il y a des retards de déploiement des RIM 2G, qu'il y a les offres FTTE qui vont tôt ou tard concurrencer effectivement ces RIP-là. Donc, relancer une DSP sur 20 ans, comme l'ont été les premiers RIP, c'est pas possible pour des raisons juridiques. Donc, ça implique effectivement de bien calibrer la durée de ces nouvelles DSP, de définir un nouveau cahier des charges. Avec derrière un risque d'exploitation qui est peut-être encore plus fort que les premières DSP, donc qui place les collectivités dans une situation qui n'est pas toujours confortable, qui du coup n'ont pas forcément non plus envie de prendre le risque, en tout cas, hein, de se relancer dans des modes de gestion classiques pour des réseaux dont elles n'ont pas de visibilité, en tout cas à moyen long terme. Après, effectivement, il y a le sujet, est-ce que je prends le parti de reprendre ce réseau en régie? Alors ça implique encore d'autres questions d'ailleurs pour les collectivités. Qui dit reprendre un réseau de ce type en régie, ça veut dire aussi me comporter comme un opérateur, ça veut dire recruter des moyens techniques et humains qui vont avec, hein, ce qui n'est pas négligeable. Mais ça aussi derrière, encore une fois, hein, la question, est-ce que je suis à même, est-ce que j'ai la capacité, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour faire ça, surtout pour un réseau qui potentiellement va s'éteindre à horizon entre 5-10 ans. Donc c'est encore une fois, c'est un mode de gestion qui peut être facilement envisageable pour les collectivités qui avaient déjà mis en place des RIP 1G en régie, et encore, mais qui nécessite quand même derrière de mobiliser des ressources financières et d'être soutenu aussi politiquement. Donc c'est vrai que le recul de l'expérience qu'on a aujourd'hui sur l'évolution de ces RIP 1G, c'est plutôt des choix de collectivités orientés vers un scénario de cession. Alors, qui dit cession, ça ne veut pas dire se débarrasser de ce RIP comme ça, sans se poser de questions, sans effectivement le valoriser, sans imposer des obligations de continuité de service aux repreneurs, etc. Mais effectivement, c'est quand même le scénario qui est aujourd'hui privilégié. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les aspects juridiques. Pour ça, je vous renvoie à l'étude qu'avait menée la FNCCR en 2020 et que j'ai eu le plaisir de réaliser avec le cabinet Smart World Partners. Mais en fait, quand on parle de cession de réseau, la question c'est est-ce qu'on parle de cession globale ou de cession partielle? C'est vrai qu'il y a des collectivités qui ont fait le choix aujourd'hui de céder leur réseau en intégralité. Quand j'ai une réseau en intégralité, c'est infrastructure passive et équipement actif. C'est un choix qui, effectivement, peut avoir des avantages d'un point de vue financier, hein, qui suscite l'appétence d'opérateurs qui sont d'autres opérateurs que nos délégataires de RIP, hein, qu'on connaît tous. Je pense qu'on peut citer notamment Yellow, mais il y a d'autres opérateurs comme Céleste qui sont intéressés aujourd'hui pour reprendre ces RIP-là. Donc il y a un marché derrière qui est un peu différent hein, pour reprendre ces RIP et qui permet du coup aux collectivités d'instaurer une procédure de mise en concurrence qui n'est pas une procédure obligatoire, hein, mais qui a tout son intérêt du coup pour les céder dans les meilleures conditions financières, mais également avec pour apposer aussi le maximum de conditions derrière aux cessionnaires en termes de continuité de service. Mais le scénario aussi qu'on voit de plus en plus émerger et qui a, à mon sens, un grand intérêt, c'est de raisonner non pas par réseau dans sa globalité, mais par activité. C'est-à-dire que c'est des réseaux qui ont été quand même majoritairement financés par des fonds publics. Donc il y a quand même toute la question pour les collectivités de se dire est-ce que même si je ne suis pas apte à continuer à gérer une activité FTTO, est-ce que j'ai quand même pas l'intérêt quand même à garder le génie civil que j'ai construit, voire la faune derrière, pour continuer à percevoir des recettes récurrentes, mais aussi pour m'en servir pour d'autres projets, et notamment des projets territoires connectés, hein, des projets de vidéoprotection et d'autres projets que permettent justement de réaliser, que permettent justement donc
le maintien en interne donc des infras passives. Donc, je ne dis pas que le sujet ne peut pas évoluer, mais en revanche, il y a 2 points de vigilance à avoir pour les collectivités derrière hein, quand elles se saisissent du sujet. C'est derrière de bien anticiper donc, la fin de mon contrat de DSP, parce que peu importe le mode de gestion que je vais choisir, si derrière je n'anticipe pas le sujet en avance, si je ne fais pas un audit de mon réseau, si je ne fais pas un plan de prévision de l'activité qui peut être derrière générée par ce réseau-là, je ne pourrais pas, dans tous les cas, mettre en œuvre un scénario de la manière la plus efficace possible. Merci Audrey. Donc un nouveau chantier effectivement dont on parle moins, effectivement, citer la FNCCR, il y a Jean-Luc et Mireille qui sont dans la salle, mais aussi Patrick, en tant que vice-président au numérique de la FNCCR. Donc un chantier qui est devant nous et qui est un chantier important pour ce débat. Dernier sujet, avec 3 panélistes pour répondre, un sujet majeur dont on parle beaucoup, commercialisation de la fibre. On a vu les bons chiffres rappelés par le ministre tout à l'heure. Il y a aussi le sujet de la qualité des raccordements qui a animé cet écosystème ces derniers mois. Eric, pour commencer ces réactions, Action a été moteur au sein d'Infranum pour élaborer ce fameux contrat Mostock V2. Le premier aussi à le signer avec l'ensemble des opérateurs commerciaux. Quelle observation vous avez et quelle amélioration on peut attendre dans les mois qui viennent? Sujet important, effectivement. Sujet qu'on peut qualifier de dictature des petits chiffres. Parce qu'en fait, de la loi des grands nombres, ce qui est la construction du réseau, on passe à la dictature des petits chiffres. C'est-à-dire qu'un cas de raccordement mal réalisé ou un cas de dégradation d'une armoire, etc., est insupportable. Un seul cas. Un deuxième cas, etc. Et au final, on l'a un peu évoqué, mais c'est évidemment le point de vue de l'abonné, là, le point de vue du citoyen, le point de vue de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle attend son raccordement est réalisé, mais il est réalisé avec des dégradations, voire des coupures d'un abonné, de l'abonné d'à côté, voire par un non-respect des cheminements prévisionnels. Donc en fait, on a beaucoup travaillé. Et le deuxième sur ce sujet, le deuxième aspect, c'est que autant sur la construction du réseau ou sur l'exploitation du réseau, on est seul maître à bord. C'est-à-dire que si ça construit mal, si ça construit pas bien, pas vite, si ça exploite mal, il faut taper sur Action. Parce qu'on décide de tout. Autant sur le raccordement, sur ce mode stock, on ne décide pas de tout. Parce qu'on a des sous-traitants obligatoires. C'est un peu une notion un peu bizarre, la sous-traitance obligatoire. C'est le choix de l'opérateur commercial, notamment principalement des opérateurs nationaux, que de raccorder leurs abonnés sur le réseau en exploitation du fournisseur. Alors, on est en tête mondiale, je pense, du FTTH, là, pas loin, là. On n'est pas très loin. On est peut-être là, par contre, on a un modèle qui est peut-être une première mondiale aussi. Donc nous, on aime bien l'innovation. Alors, du coup, il y avait deux manières de voir les choses. Soit on renverse la table. Voilà, on renverse la table. Ça ne marche pas bien, on renverse la table. On part sur un autre truc. Bon, là, ça veut dire que les centaines de milliers d'abonnés qui ont lieu chaque trimestre s'arrêtent. Bon, et puis il y a un temps de latence de 3 à 6 mois pour remettre, peut-être 9 mois, pour remettre la machine en route. Donc le choix que nous on a fait, mais que tout le monde a fait, et l'État aussi d'ailleurs, je crois, c'est de ne pas renverser la table. Et donc pour ne pas renverser la table, il faut travailler avec ceux qui interviennent. Et là, sur ce sujet-là, on a beaucoup travaillé. Donc tu l'as dit, nouveau contrat, une adhésion des autres OI. On a voulu travailler, nous, Action, avec tout le monde, de manière à ce que le sujet soit systémique. Et puis, mettre les OSEN en face de leurs responsabilités. Et je vais pas aller très loin parce que je crois qu'on n'est pas en avance. Mais là, on arrive au momentum. Il ne faut pas se tromper de momentum. J'ai assisté au dernier COPIL numérique là, ministériel.
à la question posée à Orange sur le mode stock, la réponse a été les échecs de raccordement. Rien à voir. Moi, je parle juste dans le momentum où on est, c'est on a signé un nouveau contrat, on le met en œuvre. Cette mise en œuvre, c'est 4 ou 5 thématiques très précises qui vont de la déclaration des sous-traitants jusqu'à le paiement des dégradations attribuées à l'opérateur. Enfin, c'est une chaîne assez complète. Et donc, on est dans ce momentum. Et moi, ce momentum, alors, malheureusement, c'est pas comme à l'école, hein, mais je crois qu'il faut aussi se rassurer sur la trajectoire d'amélioration. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait, et c'est ce qu'on va faire là au niveau d'Axione, et j'espère que les autres opérateurs d'infrastructures rebondiront sur, c'est la proposition que j'ai faite, c'est qu'on a travaillé sur une notation, un scoring. C'est-à-dire chaque opérateur d'immeuble peut noter ses sous-traitants. Enfin, c'est assez, il n'y a rien de révolutionnaire. Il faut juste choisir les bons indicateurs. Il faut juste aussi suivre ces indicateurs et constater, en tout cas travailler sur la trajectoire d'amélioration continue et la partager avec tout le monde, la publier, pour rassurer l'ensemble des parties prenantes, collectivités, abonnés, etc., que la situation s'améliore, mais aussi être capable de travailler, de juger et donc de travailler avec chaque opérateur sur les améliorations de chaque indicateur. Donc ça, on est prêt. Donc on va, moi, comme sur la démarche du nouveau contrat, pareil, enfin même démarche, c'est-à-dire on est prêt, mais on voudrait associer tout le monde à la démarche, donc tous les opérateurs d'infrastructure, également évidemment les OCEN qui sont les sous-traitants. Mais il y a des questions de sécurité, il y a des questions de responsabilité, il y a des questions de qualité, il y a des questions de respect de droits et devoirs de chaque partie. On va noter les OCEN, les stockers, enfin ce que j'appelle les stockers, mais on va aussi noter l'opérateur d'immeuble. Parce que l'opérateur d'immeuble, l'opérateur d'infrastructure, il a aussi ses devoirs envers les OCEN. Donc voilà, donc ça, on est dans ce momentum-là, c'est-à-dire un momentum où où je le souhaite en plus que sur la base d'indicateurs précis, travailler. Franchement, on a une grosse équipe qui a travaillé là-dessus depuis plusieurs mois. Moi, je suis prêt à partager avec, comme je l'ai dit, avec les opérateurs d'infrastructure, mais avec la VICA, avec la FNCCR, avec l'État, etc. Avec l'ARCEP, évidemment. Moi, j'ai beaucoup milité sur le risque d'image des opérateurs. Puisque le risque financier, finalement, on parle de quoi? On parle de quelques centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas le sujet pour les opérateurs. Par contre, l'image, c'est important. Et je pense que... Et en plus, évidemment, qu'ils sont tous motivés pour avancer. Motivés. C'est-à-dire qu'on a des réunions avec tous les opérateurs, Free, SFR, Orange, Bouygues Télécom, et ils sont très conscients que la situation ne peut pas rester en l'état. On essaye de les guider, de leur dire ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parfois, ils ignorent un peu. Et donc, on va tout utiliser, la méthode contractuelle, la méthode aussi de l'intelligence artificielle, on en a parlé un peu. Donc, pour auditer autant de volume, il faut que ce soit les machines qui nous aident et que les opérateurs aussi nous aident à prendre des photos et que les photos soient analysées. Bon, bref, etc. Donc, ce mode stock est en amélioration, je vous le garantis. Alors, il a fallu beaucoup taper, en fait. Personnellement, j'ai pris beaucoup de bâtons aussi, coups de bâton. Mais je pense que c'est pour le bien de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est dans cette trajectoire. La NCT aussi travaille sur ce sujet, enfin, nous accompagne. Enfin, Cédric O, par ses déclarations aussi. Enfin, c'est bien, il faut ça. Parce que en fait, le mode stock est indispensable aujourd'hui à la réussite commerciale du plan France Très Haut Débit et des zones, bien sûr, des zones très denses et des zones amies. Donc, pas de sujet de remise en question, mais par contre, suivez dans les prochains jours là, ce principe de publier. Merci Eric. Effectivement, je crois que cette nouvelle trajectoire de mise en œuvre et de scoring pour objectiver ces sujets d'amélioration est appelée à la fois par le gouvernement, mais aussi par l'ARCEP. Donc, sachez que côté Infranum, des propositions sont sur la table et qu'on sera prêt à les partager dans les jours qui viennent. Deux dernières interventions. Xavier, donc, Sogetrel occupe une place, on peut dire, majeure sur ce marché du raccordement. Vous avez aussi, au sein d'Infranum, impulsé une démarche qualité à travers une charte
qu'on essaye de faire partager par tous les constructeurs, par tous les intégrateurs. Pouvez-vous nous en dire 2 mots pour répondre à la demande de Jacques Marceau qui s'est levé pour nous appeler à conclure? Comment dire, au niveau du mode stock, sans reprendre ce qui vient d'être dit, effectivement, ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, on passe notre temps à découvrir des nouvelles choses. Et le mode stock, évidemment, ce n'était pas le même système que du temps du cuivre. Donc, il a fallu organiser les choses différemment. Donc, la vraie question, et je partage complètement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire et comment s'organiser. Donc, il y a un choix qui a été fait, qui est un choix intelligent, raisonné, réfléchi. Et la seule question désormais, c'est de le mettre en œuvre. C'est tout. Et pas de dire, oui, mais le mode stock V5 aurait été mieux. C'était décidé, il faut juste le mettre en place. Et il faut s'assurer que ça marche. Donc le mode stock, moi je dis, c'est très bien. Et voilà, c'est comme ça. Et donc après, il appartient de juste travailler et d'organiser et de faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est effectivement capital. Quand Eric parle de l'intelligence artificielle, qui fait l'intelligence artificielle pour faire les photos avant et après? C'est nous. Parce qu'avant, le technicien, quand il arrive, il doit prendre en photo et après, il doit reprendre une photo et s'assurer que ce qui était avant est bien comme c'était après. Voilà, pardon, enfin à l'envers. Vous avez compris. Et donc, à un moment ou à un autre, il nous revient, nous, de mettre en place le système. Alors on dit, il n'y a qu'à mettre en place. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. L'intelligence artificielle, nous, on l'a développée il y a 3 ans. Enfin, développée, on a mis en œuvre des outils d'intelligence artificielle déjà il y a 3 ans chez Sogetrel. Et on se rend compte, alors c'est fantastique quand ça marche, mais le mettre en place, ça ne se met pas comme ça du jour au lendemain. Et donc ça impose des processus et des organisations adaptées. Ça demande d'avoir des ingénieurs à côté. Enfin, c'est tout un... ça ne se met pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, à nouveau, la seule chose, c'est d'exécuter. C'est tout. Et d'évaluer, bien évidemment, de savoir compter, de savoir dire qui fait bien, qui fait mal. Et oui, c'est pas tout le temps l'installateur, comme on le voit dans les journaux, avec des esprits chagrins qui passent leur temps à critiquer tout. C'est évidemment toute une organisation. L'État a des responsabilités là-dedans, importantes. Les collectivités en ont aussi, parce que ce sont des phénomènes réglementaires, pour une bonne part. Les opérateurs d'infrastructures, bien évidemment, tout autant. Les opérateurs commerciaux et, évidemment, nous. Et on se rend compte, quand on compte, que les installateurs, nous, les intégrateurs, sommes toutes peu responsables de tous ces échecs. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut, oui, se mettre bien sur la table pour avancer là-dessus? La réponse est oui, oui, oui. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, évidemment, pour rappeler qui est responsable de quoi. Et ça, c'est essentiel dans la chaîne. Et entre l'opérateur d'infrastructure commerciale et l'intégrateur. Et après, il faut que nous nous engagions, ce qui était déjà fait auparavant, mais on a réaffirmé ces choses-là sur la maîtrise de notre chaîne de sous-traitance, qui est absolument indispensable. S'il n'y a pas de sous-traitant, il n'y aura pas de déploiement. C'est indispensable. Donc, il ne faut pas non plus... voilà. Et est-ce que nous devons bien maîtriser nos sous-traitants? La réponse est évidemment oui. Est-ce que nous le faisons? La réponse est oui. Est-ce que parfois nos sous-traitants mentent et racontent des histoires? Ben oui. Donc, est-ce qu'on doit les remettre à l'ordre? Bien évidemment, ben oui. Voilà. Est-ce qu'on forme nos collaborateurs? Parce qu'on vous a dit tout à l'heure, depuis des années, on forme les gens, évidemment. Voilà, on ne s'amuse pas à prendre des gens et les envoyer comme ça, travailler sans être formés. Est-ce qu'on le réaffirme là clairement? La réponse est effectivement oui, oui, oui. Oui, évidemment. Et est-ce qu'on doit s'assurer que les techniciens arrivent à l'heure chez le client? Évidemment. Qu'ils soient propres et rasés? Bien évidemment. Est-ce que c'est difficile de faire travailler des gens en France? Oui, c'est pas simple du tout. Voilà, merci la France et vive la France. Mais ça, c'est notre métier, de nous assurer qu'effectivement, les techniciens servent bien leurs clients. Alors que nous servions nos clients, qui sont les opérateurs d'infrastructures et commerciaux, mais que nous servions les clients de nos clients, évidemment, que sont tous les citoyens français. Et ce qu'on fait avec un plaisir intense. Merci voilà. Xavier. Dernier mot pour Zakaria Alayan sur ce sujet. Vous l'avez compris, aujourd'hui, un très fort engagement de l'ensemble de la profession sur ce sujet de qualité des raccordements et de mise en œuvre donc, de ces nouveaux contrats qui sont en train d'être signés. Quel est aujourd'hui le regard du gouvernement sur le sujet et peut-être un petit mot de conclusion de cette très belle table ronde? Oui, absolument. Ça marche, oui, ça marche très bien. Merci. D'une part, je ne peux que m'associer par ce qui vient d'être dit par Eric et Xavier. Enfin, il n'y a pas de plan France Très Haut Débit sans mode stock.
ça ne marche pas. Enfin, imaginer que ça puisse tourner sans, c'est tout à fait illusoire. Ou alors si on le ferait, mais pas dans l'ambition et les objectifs qui nous ont été fixés. Maintenant, la mise en œuvre, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des problématiques qui ont été rencontrées dans la mise en œuvre. Donc voilà, revoir les choses, comme ça a été exprimé, écoutez, nous, c'est tout ce que l'on souhaite. Le ministre s'est exprimé plusieurs fois sur ce sujet. Il faut apprécier l'état des lieux, il faut apprécier l'évolution de cela. Donc le scoring, des indicateurs, l'ARCEP porte cette responsabilité. Et nous, NCT, on accompagne évidemment tous dans cette ambition. Donc on est plutôt très attentifs aujourd'hui et on sera ravis de voir que les choses bougent. Hervé, si tu me le permets, j'étendrai plus généralement la problématique des raccordements, en fait. Juste pour dire que le raccordement, ça reste comme l'aboutissement de nos travaux à tous, ici dans cette salle, mais pas que, depuis de nombreuses années. C'est vraiment la dernière étape dans le déploiement, dans la chaîne, les maillons du déploiement. C'est la seule partie visible, ou plutôt la principale partie visible, par l'utilisateur final et par nos concitoyens. Mécaniquement, le raccordement, ça devient un indicateur d'appréciation de la réussite du plan. Donc qu'on le veuille ou non, c'est cela. Alors, faire tous les efforts qu'on a pu tous produire et malheureusement, je ne veux pas dire se louper, mais ne pas transformer au dernier instant, c'est juste une frustration pour tous. Donc vraiment, le sujet de raccordement est déterminant et on doit tous y être ultra attentifs. Il y a le sujet du mode stock, il y a aussi tout le sujet des interventions. Et à ce titre, je me permets de citer le guide pratique des raccordements produits par Objectif Fibre, qui, moi, me semble vraiment répondre à cela, quoi. Donc voilà pour ce que je voulais dire. Et merci surtout de nous avoir donné l'opportunité d'échanger sur ce sujet, quoi. Merci beaucoup aussi, panélistes, et je rends la parole à Jacques pour la suite de ce rendez-vous.